Bonjour à tous, c'est Vaco. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast un petit peu exceptionnel, puisqu'aujourd'hui on va parler de Warhammer The Old World et on va parler de création de listes. Et pour mener à bien cette émission de grande qualité, j'ai avec moi deux partenaires des Chevaliers de la Duchesse de Nantes. Bonjour à tous, Gozer, du coup j'ai 29 ans, je fais du Warhammer, enfin de la figurine depuis à peu près 17 ans. Très content de pouvoir parler ce soir avec vous. Et pour ma part, c'est le chef de guerre Haddock Elborgne, autrement dit le Carlin Dodu, a.k.a. Raphaël l'ostentatoirement obèse. Le gros con. Et pour ma part, c'est Raphaël, le chef de guerre Haddock Elborgne, et autrement dit le Carlin Dodu, ma deuxième identité. L'idée de cette vidéo aujourd'hui, de cette vidéo slash podcast, parce que vraiment 99% du contenu va être audio, c'est de parler vraiment simplement de la création de listes. Alors, pour tout de suite poser les bases et les jalons de ce que va être cette intervention qu'on va vous proposer, l'idée, c'est pas d'arriver en mode liste TC, tournoi, tout ça, patati patata. Si vous êtes un top tournoyeur de l'année, cette émission ne va probablement rien vous apprendre. L'idée, c'est vraiment d'accompagner de jeunes joueurs, que ce soit en âge ou en expérience, pour vraiment poser la base de la réflexion de liste. Et si je peux me permettre, en plus, il n'y a pas vraiment de top tournoyeur de l'année parce que le jeu n'a même pas un an. Et de plus, vraiment, c'est pas du tout le but de Old World actuellement. C'est un jeu qui est tout récent. Donc en fait, cette vidéo, elle est plus là pour aider les gens à construire une liste sur un jeu qui est nouveau, qui a des mécaniques qui sont totalement nouvelles et qui révolutionne un peu le wargame en socle carré. Et c'est pour ça que quand on parlera des listes, pour ma part, je parlerai beaucoup plus de cohérence que de performance. L'idée étant de pouvoir donner une véritable identité à votre liste, de comprendre au moins les rôles minimum des unités et d'essayer d'avoir un minimum d'interconnexion ou de synergie pour pouvoir en fait tout simplement passer une game agréable, avoir une liste qui soit équilibrée et proposer aussi un beau jeu à votre adversaire. Pour bien cadrer notre propos et avant de commencer, je dois déjà vous partager un constat que j'ai eu et que j'ai partagé avec tous les gars de l'assaut. Moi aujourd'hui il y a quelque chose qui me gêne sur la logique, on va dire Warhammer slash 9e âge slash AOS etc. sur YouTube, c'est qu'aujourd'hui tout le monde propose des reviews de livres d'armée, des reviews de codex, mais c'est des reviews catalogues. Et ça me gêne profondément, j'en écoute beaucoup en tant que joueur, ça me gêne profondément parce qu'en fait souvent à l'issue de cette review, vous allez comprendre ou entendre qu'un personnage à 400 points ça tape très très fort et un personnage à 200 points ça tape moins fort. C'est bien, c'est une information qu'on peut à peu près tous comprendre, mais qu'est-ce que je fais de ça derrière? Qu'est-ce que je mets dans ma liste? Est-ce que je mets le gros à 400 points? Est-ce que j'en mets 2 à 200 points? Est-ce que j'en mets 1 à 200 points et autre chose, etc., etc. Aujourd'hui, je suis agacé en tant que joueur, en tant que passionné, de voir des lectures de catalogue Ikea avec aucune explication de ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que je veux vraiment pas, et les gars qui vous présentez, vous développez tout l'ensemble du propos que vous allez entendre pendant l'heure qui vient, vont vraiment axer sur des questions de logique et de mécanique, et on va pas être dans une stricto sensu recherche de la meilleure unité, du meilleur rapport qui a été pris. On va réfléchir en termes de rôle et on va réfléchir en termes de ce que vous avez envie de jouer. Et ça, c'est vraiment important. Et j'espère, en tout cas, si vous commencez le jeu, que ça va, au moins à l'issue de l'écoute de cette review, vous puissiez au moins avoir des bases de mécanique pour savoir comment est-ce qu'on crée une liste et pas simplement à la lecture d'un déroulé de catalogue. D'abord, on va essayer de vous faire comprendre que toutes les unités de votre livre d'armée peuvent être jouées. C'est pas parce qu'un gobelin sur loup c'est mauvais au niveau du profil que c'est forcément injouable. C'est pas parce que une unité va avoir un profil très alléchant qu'elle va être forcément plus forte. Chaque unité a son rôle, et vous allez le voir dans vos listes, vous avez besoin de toutes ces unités pour avoir quelque chose d'homogène et quelque chose de jouable. Du coup, je vais commencer par vous parler donc des archétypes de listes. Déjà, le premier choix que vous allez pouvoir faire dans vos listes, c'est savoir si vous voulez agresser l'adversaire ou défendre face à votre adversaire. Dans chacune des catégories, vous allez pouvoir retrouver plusieurs sous-catégories, on va dire, avec de l'agressif qui va se faire avec des blocs principalement, de l'agressif qui va se faire avec une multitude d'unités pour submerger les adversaires, et de même dans le défensif, vous allez retrouver du défensif avec de multitudes d'unités qui vont pouvoir se sacrifier au fur et à mesure et prélever du coup une taxe à chaque fois, ou encore avoir des blocs plus imposants qui vont pouvoir fonctionner en fait un petit peu en mode marteau et enclume. Donc une unité qui va encaisser, l'autre qui va venir sur son flanc
pour la manger, en fait, tout simplement. Et vous pouvez avoir encore, je dirais, peut-être un troisième archétype où vous allez être vraiment au fond de table et vous allez pilonner l'adversaire pendant une grosse partie du coup de la partie. Et au final, avec vos unités plus puissantes, le contrecharger et finir le travail. Ça peut paraître trivial comme première étape, mais nous, jouant quand même très régulièrement au milieu associatif, on constate souvent des joueurs, des jeunes joueurs, qui déjà quand ils arrivent sur table, n'ont pas encore de stratégie ou de volonté et ne savent pas s'ils vont attaquer ou défendre. Et commencez déjà par cette simple étape de vous dire est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie d'attaquer ou est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de défendre, c'est déjà la première étape nécessaire à la construction d'une liste. Du coup, nous allons pouvoir rebondir un peu sur les constructions de listes suite à ce premier choix, on va dire, que nous allons faire. Du coup, suivant votre choix, vos personnages, vos unités de base, vos spéciaux, vont changer catégoriquement. Vous allez vraiment partir sur des choix très différents. Attention, c'est pas parce que je vous dis que vous partez sur une option défensive que vous n'aurez pas des moments de gloire en chargeant durant la partie, que vous devez rester en fond de table. Attention, pas du tout. Vous allez peut-être justement des fois agresser votre adversaire parce qu'il va trop s'exposer. Je me permets de rebondir donc sur ce que tu disais au niveau du défensif. Souvent, l'image qu'on a, et bon, ça c'est bisous les joueurs Total War, mais on pourrait se dire, je vais rester au fond, je vais me mettre sur une colline et je vais tirer, puis je vais attendre que le mec se pointe. On pense à vous, entre autres, joueurs nains qui tiraient pendant 3, 4, 5 tours et subissaient la charge et... Ou 2 souvent- tours surtout. Le bon joueur, il les fait tirer que 2 tours, après ils sont morts. Et là, par exemple, le nain, ce que je trouve très intéressant, et c'est ce qui se joue très peu, mine de rien, ou du moins je le vois pas sur les listes que je vois passer, c'est par exemple un gameplay défensif, mais où en même temps, on peut très bien se balader avec 0 machine de guerre. Et on a des pavés en fait qui sont vraiment des espèces de forteresses roulantes. Et le but, ça va être de digérer l'armée adverse, choisir ses corps à corps, choisir comment ils vont se passer. Et là, on entre avec aussi de la redirection et tout ça. Et c'est pas un truc auquel on pourrait s'attendre quand on parle de gameplay défensif. Et donc j'en profite pour faire juste un petit point focus. La redirection, c'est un terme qu'on va toujours employer. La redirection, concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, la redirection, pour faire quelque chose de simple, c'est souvent une unité qui va être très peu chère, qui va être assez rapide et qui va pouvoir se sacrifier devant une unité adverse et vous faire gagner du temps. Vous allez pouvoir également gêner l'adversaire en vous plaçant devant son régiment et fuir en fonction de vos besoins, quitte à se faire rattraper et manger, mais en mettant l'adversaire du coup dans une position difficile. Donc la redirection aussi, c'est pas simplement donner un angle ou temporiser. La redirection aussi peut être très importante, c'est que ça peut permettre, étant donné que l'infanterie a une moins bonne capacité de charge que les autres, je charge un soldé, je prends le meilleur, le moyen de charger avec de l'infanterie peut passer aussi par la redirection. Typiquement, une unité A veut charger une unité B, l'unité B déclare une fuite. L'unité B étant des chevaucheurs de loups irrattrapables et assez loin, l'unité A du coup redirige sur une unité C qui est dans son angle à 90 degrés, donc une unité qu'elle aurait pu charger initialement mais qui était un peu trop loin, vous la forcez à charger, elle va parcourir tout son mouvement de charge. Et là, l'unité C, par exemple, typiquement bisous les orques noirs, peuvent faire une charge à plus de 3 pas et balancer 11 fions, force 6, relance D1. On peut obtenir des choses assez sympas. Et en fait, cette redirection-là va permettre à des pavés d'infanterie qui, de base, auraient du mal à charger, de pouvoir aller impacter ce qui n'est pas vraiment attendu de l'adversaire, et ça peut faire des très belles surprises. Et le gameplay défensif peut passer par ça. Avec, par exemple, un petit gyrocoptère, paf, je passe à travers mes marteliers, et là, les marteliers bien entraînés, front 10, bam, je t'impacte, et ça fait des belles surprises, et le gars en face ne l'a pas vu venir. Il y a un point qui est important à souligner quand on parle de redirection, c'est que chez beaucoup de jeunes joueurs, donner une unité à manger à l'adversaire apparaît comme une erreur, ou apparaît comme quelque chose qui les gêne, où ils ont l'impression un peu des fois de trahir leur figurine, ou de trahir l'état d'esprit de leur armée. La redirection, c'est quelque chose qui va vous offrir du temps. Et le temps à la guerre, vous le trouvez chez Sun Tzu ou chez Old World, c'est à peu près la même chose. C'est le même créateur. C'est le même créateur. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important.
Moi qui suis joueur ogre, par exemple, à 2000 points, je pars toujours avec au moins 3 petits packs de crocs de sabre. Alors, le pack de crocs de sabre, il va me donner du temps, il va me permettre de choisir mes combats. Mais si on reprend par exemple les nains qui ont été illustrés plusieurs fois dans ce podcast, un gyrocoptère, vous pouvez vous dire, mais ce gyrocoptère, je l'aime, je l'ai bien peint, j'ai pas envie de le donner simplement à mon adversaire, j'ai pas envie qu'il meure, et puis j'ai l'impression de sacrifier une unité bêtement. Mais on peut voir ça différemment. Cette unité de chevalier du chaos qui est quasiment instoppable et qui vous fait vraiment peur, ben, ce gyrocoptère, quand il va se mettre devant elle, il va clairement les empêcher d'avancer ou leur faire perdre du temps. Et ce gyrocoptère, c'est potentiellement 30 tirs d'arbalète de plus et 2 coups de canon de plus que vous allez pouvoir leur mettre. Et peut-être que cette unité, au lieu de vous tomber dessus au tour 3, full PV, et potentiellement de briser votre ligne, elle va arriver avec que plus que 2 ou 3 chevaliers, au tour 4 voire au tour 5, et c'est plus du tout la même chose. Et puis il y a aussi la possibilité où il est marqué de corne, il est frénétique, il ne peut plus rediriger, il peut pas faire ce qu'il veut, parce que ça aussi, la frénésie sur le papier, ça paraît très bien, on gagne plus une attaque, c'est super, sauf qu'on est obligé de charger. Et ça, c'est la nouveauté d'Old World, on est obligé de charger et on est obligé de poursuivre. Donc c'est très punitif, et on se retrouve avec un gyrocoptère qui est à portée de charge. Eh bien, le chevalier du chaos, bah, il charge le gyrocoptère, et il se retrouve avec des longues barbes qui le chargent le tour d'après, et ça fait une sale blague. D'autant plus qu'il ne faut pas perdre de vue que la règle contre-charge ne fonctionne pas contre l'infanterie. Donc vraiment, la redirection est très importante. Parce que vous allez avoir des cavaliers, vous pourrez vous dire « Ouais, mais ça sert à rien, il va faire une contre-charge. » Non, non, infanterie, il ne peut pas contre-charger. Donc là, tu es en train de me dire que mon unité de chevaucheur de gobelins, elle est pas si nulle au final. Chevaucheur de gobelin, c'est un orque sur un gobelin. Oh, elle, on peut la garder. Aïe, aïe, aïe. C'est le squig qui tient le gobelin, c'est comme ça. Non, c'est le loup sur le dos. Je vais me faire une unité. Stylé. Alors, t'as plus le choix. Tu sais, C'est à la Marc Aurèle un peu, tu vois. pour la private joke, pendant au moins 15 ans, je me suis systématiquement planté aplati, ouais. Ouais. en homme lézard. J'ai toujours parlé À cause de la guerre au garage, non j'ai toujours parlé des sang-froid sur Saurus. Et c'est un tic Incroyable. que j'ai, et j'ai jamais réussi. Les mecs, du coup, mon sang-froid sur Saurus, il te charge. Et là, Ah oui, putain, c'est vrai, oui. et là, et ouais. C'était peut-être ça, ouais. Mais je me rappelle, la guerre au garage, c'était des ouf. Ouais. Ah, ils étaient dingues. Eux, c'était trop bien ce qu'ils faisaient. Tu es en train de me dire que mes chevaucheurs de loup-gobelin, au final, à 50 points, ils peuvent faire des choses. Ils peuvent faire de belles choses. Et oui, ils peuvent faire de belles choses, et on pourrait se dire, et ça c'est le réflexe de beaucoup de joueurs, se dire « Ah ouais, mais mon unité elle est impétueuse, oh, mon armée c'est vraiment de la merde », et puis le gars commence à faire son annonce Le Bon Coin pour se séparer de ses figurines, et puis au final il fait « Mais c'est vrai, mais putain, mais je pourrais les mettre en ordre dispersé, ils verraient pas 360, et ça me permettrait de contrer le problème des tirailleurs impétueux. » Et oui Bobby, c'est très simple au final. Et ça, c'est des mécanismes qu'on n'a pas quand on ne s'obstine pas à jouer une unité. Encore une fois, essayez de tester différentes unités, différentes formations. Ça peut vraiment vous permettre de tester tous les paramètres du jeu et de découvrir toutes les subtilités. Maintenant que les tirailleurs, par exemple, ne donnent plus l'angle quand on les charge. Alors qu'avant, c'était le cas. Là, maintenant, il n'y a plus que l'ordre dispersé qui le fait. Donc, si vous voulez donner des angles à la con à des unités frénétiques ou autres, eh bien, ça va être vraiment important de le faire avec ça. Du coup, pour continuer un petit peu suite à cette petite interlude sur la redirection, on va commencer à parler construction de liste. Vous allez pouvoir déjà vous imaginer, on va dire, deux choses. Est-ce que vous voulez une liste cohérente, quelque chose qui va synergiser sur la table, ou est-ce que vous voulez quelque chose qui se base sur vos unités coup de cœur un petit peu, sur les unités que vous voulez absolument jouer? Du coup, une fois que vous avez fait votre choix de liste cohérente ou de liste plutôt fluff, ou passion, on va dire, eh bien, il va falloir faire un autre choix qui va être celui de quel archétype de liste je veux mettre en place. De mon côté, moi, quand je commence à construire une liste qui se veut cohérente, je vais commencer déjà par réfléchir à mes personnages. Les personnages, c'est souvent un peu l'ossature de votre armée. Vous allez avoir besoin de votre général, de votre grande bannière, de vos sorciers. En fonction de votre choix d'archétype de liste, vos personnages ne vont pas avoir la même utilité. Je m'explique. Votre général, si vous souhaitez agresser votre adversaire, souvent il sera un personnage combattant. A contrario, si vous avez une liste qui se veut plutôt fond de table ou MSU,
peut-être que votre général sera uniquement un sorcier qui va pouvoir apporter des sorts à distance et qui n'a pas besoin d'être un combattant extraordinaire puisque vos autres unités vont se charger du travail. J'en viens à ça, alors moi je rebondis, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que la liste tir, elle est forcément un sorcier. Par exemple, je donne l'exemple du chaman orque survivre, que je défends ardemment. Pour moi, le chaman orque survivre, il peut être incroyable en fonçant au corps à corps. Donc encore une fois, vous allez déterminer l'ossature de votre liste par l'archétype, comme tu l'as dit juste avant. Mais je pense que selon les armées, il va y avoir aussi des domaines de magie qui vont pouvoir accentuer ou atténuer certains effets. Et le fait qu'un personnage soit un sorcier ne va pas nécessairement déterminer que c'est un corps à corps, c'est un tir ou quoi que ce soit. Il peut aussi jouer un très bon support dans un pack, et dans ce pack-là, vous vous baladez avec un champion ou un perso, et ça permet à ce sorcier-là de continuer à booster ses copains. Par exemple, dans une armée de l'Empire, on l'a déjà vu, vous pouvez avoir tout à fait votre général qui va être monté sur demi-griffon dragon avec le croc runique, le mec coûte à peu près 1 milliard de points, c'est un top combattant, mais vous pouvez avoir ce même général qui est dans 20 miliciens, en deuxième ligne, derrière ses 30 joueurs d'épée, et qui n'a que pour seule et unique fonction que d'offrir son commandement 9, si je dis pas de bêtises, à 12 pouces autour de lui, et donc à sécuriser votre ligne de bataille. Tout à fait. Et du coup, on peut rebondir également sur le rôle de la grande bannière, qui va être construit un peu de la même façon que ce qu'on a pu échanger, c'est-à-dire soit un personnage combattant qui va être donc équipé de la sorte, donc soit avec une armure et des armes, ou en tout cas quelque chose de défensif pour projeter la bulle de commandement et la relance au milieu des lignes, ou soit un personnage plutôt catégorisé de totem qui va juste apporter la relance de grande bannière et qui va souvent être placé en seconde ligne, ou en tout cas protégé de tout combat. Alors peux-tu juste dire en un mot ce qu'est le totem, s'il te plaît? Alors, moi, ce que j'appelle un personnage totem, c'est un personnage qui a un rôle bien défini et qui va souvent être très peu coûteux. C'est-à-dire que la grande bannière de l'Empire, elle coûte 45 points de base, on lui ajoute les 25 points de grande bannière, et c'est tout. Il va juste servir à faire des relances de grande bannière. Il n'aura aucun autre rôle dans la liste. A contrario, si on commence à l'équiper, il aura un autre rôle dans la liste, souvent plus combattant, plus agressif que celui du totem. Celui de totem est vraiment uniquement là pour donner sa bulle de commandement, son rôle bien précis. Il peut y avoir aussi une possibilité, là par exemple, je pense aux ogres, vous avez la capacité de monter un cogneur avec grande bannière sur Masterrock, et là vous allez vous retrouver aussi avec une bulle de commandement à 18. Donc pensez que des fois, une grande bannière sur une grande cible, ça peut être plus facilement ciblable, mais vous allez vous retrouver à avoir une meilleure portée de commandement avec cette grande bannière. Commencer sa liste par les personnages, je pense que c'est un bon début, c'est une bonne base. On va d'abord sélectionner son général, savoir ce qu'on souhaite en faire. Donc, comme on a pu en discuter, un totem ou un combattant, un sorcier. Ce sera votre choix. La grande bannière, de la même façon. C'est vraiment les deux personnages, disons, qui vont créer l'ossature de votre liste. Et ensuite, en troisième choix, chose que j'aime beaucoup mettre, c'est un sorcier. Pourquoi mettre un sorcier dans une liste? Tout simplement parce qu'il va vous apporter de la dissipation, il va vous apporter potentiellement des boosts magiques, des dégâts à distance. Vraiment le sorcier extrêmement polyvalent à The Old Lord. Et pour moi, c'est dommage de s'en priver tout de même. C'est vraiment quand même un bel ajout à vos listes. Par contre, ils sont aussi délicats à jouer, puisque le choix du domaine va être important. Comme a pu le dire tout à l'heure Raphaël, le choix du domaine est même primordial, puisque suivant le domaine que vous allez choisir, le rôle de votre sorcier va changer du tout au tout. Et donc pour terminer sur les personnages, si on peut vous conseiller quelque chose déjà dans un premier temps, commencez votre liste avec votre général, choisissez son rôle, la grande bannière de même, ensuite votre sorcier. Votre sorcier, vous pouvez attendre de choisir le domaine en fonction de la suite de votre liste. Donc, gardez le domaine de côté pour l'instant. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner sur les personnages, c'est garder les points d'objets magiques, parce que selon moi, les objets magiques viendront un petit peu plus tard, une fois que votre liste sera à peu près construite. Donc gardez un petit budget objet magique. Je dirais environ 150-200 points. Là, sur 3 personnages, c'est quelque chose de correct. Et vos objets magiques, selon moi, viendront compenser les petites faiblesses de votre liste.
sur les personnages, ou du coup, si vous souhaitez ne pas les investir, bah, ils vous permettront d'aller remettre des unités un petit peu plus bas. Genre des redirecteurs. Moi, par exemple, pour donner un exemple concret en ogre, c'est vrai que moi j'ai tendance, par exemple, quand j'ai une liste qui est structurée autour de pavés d'infanterie, ce qu'on va appeler des buffles, donc c'est des unités qui lancent beaucoup d'attaques avec une force moyenne mais avec très peu de pénétration d'armure. À ce moment-là, je vais prendre un personnage qui va avoir la plus grosse pénétration d'armure possible et qui aura pour rôle d'aller détruire la cavalerie adverse. A l'inverse, quand je prends ce qu'on appelle un ventre dur, donc c'est un ogre équipé d'une arme lourde, donc c'est un ogre qui tape avec un bâton de 3 mètres de haut. C'est des unités qui sont efficaces contre tout ce qui est armuré, donc dans ces cas-là, mon général sera plutôt en termes d'objets magiques équipé. De façon vraiment à tuer la masse, je pense, c'est ça? Et au final, si on veut économiser des points, eh bien, des fois mettre juste une arme lourde avec le bonus de charge à Old World, qui est vraiment sympathique, qui vous permet de monter à Init 4 de face, Init 5 de flanc, ça vous permet quand même aussi de pouvoir utiliser donc le budget, comme disait Gozer, de 150-200 points, et bien à ce tarif-là, pour se payer une petite armure pour que votre personnage, au final, il n'ait pas mis un œil et un bras dans son arme magique et qu'il puisse tanker un petit peu plus à moindre coût. Tout à fait. Concernant les personnages, on y reviendra un petit peu plus tard, on va dire, sur le choix des objets magiques. Mais je rejoins tout à fait Raphaël là-dessus. Protéger votre personnage, c'est important si celui-ci n'est pas un totem et du coup en seconde ligne. Actuellement, nous avons choisi, on va dire, les 3 personnages centraux qui vont créer l'ossature de notre armée. Maintenant, on va commencer par les unités de base. Les unités de base, c'est la seule catégorie où vous allez devoir, et je dis bien devoir, choisir un nombre précis de points minimum. La première chose que vous pouvez faire sur vos unités de base, c'est déjà savoir est-ce que vous avez de quoi jouer des redirecteurs. Est-ce que vous avez des redirecteurs dans vos unités de base? Et la première chose selon moi à ajouter, eh bien, c'est au moins 2 de ces unités. 2 de ces unités qui vont pouvoir vous faire gagner du temps et du coup embêter un petit peu votre adversaire. Ou aussi permettre à vos unités qui normalement n'auraient pas eu la capacité de charger ou d'impacter, d'avoir cette capacité-là. Exactement. Ensuite, une fois que vous avez vos redirecteurs dans vos unités de base, vous allez repenser du coup à ce qu'on a parlé un petit peu plus tôt. Ma liste, qu'est-ce qu'elle veut faire? Si vous voulez déjà, disons, aller au corps à corps, eh bien, il va peut-être falloir déjà faire un premier choix dans vos unités de base et vous dire qu'est-ce que je peux mettre en unité de base qui va pouvoir impacter? Qu'est-ce que j'ai de disponible? Est-ce que je peux multiplier mes unités? Est-ce que je peux faire un gros bloc de quelque chose qui est très puissant ou en tout cas qui va embêter mon adversaire? Une fois que vous avez fait ce choix-là, déjà, vous allez avoir votre premier pack ou en tout cas votre premier choix et votre orientation de liste qui va être vraiment bien définie. De plus, comme on a pu parler des personnages juste avant, on a pu échanger sur le fait d'avoir des personnages combattants ou totems. Si vous avez des personnages totems dans votre liste, il y a quelque chose qu'il faut penser. C'est une unité pour les protéger. Alors oui, à The Old World, les personnages sont protégés quand ils sont proches de d'autres unités. Cependant, avoir 20 gobelins qui protègent mon magicien en seconde ligne, c'est plutôt intéressant. Ça vous permet de ne pas être la cible par exemple d'un canon, de ne pas être la cible d'une catapulte. Donc pensez-y également. Pensez également à comment vous allez protéger vos personnages et où ceux-ci vont être joués. Vous pouvez vous dire que ce pack de 20 épéistes impériaux, vous avez vos adversaires, c'est du bretonien, c'est du gars du chaos, et vous dites mais ces 20 épéistes impériaux, ils servent à rien. Mais ces 20 épéistes impériaux, quand ils sont en deuxième ligne, qu'ils abritent votre grande bannière, votre général de commandement et votre sorcier de niveau 4, et qu'en face de vous, vous avez une armée d'élite qui vont empêcher en fait toute agression directe, ben d'un coup, ces 20 épéistes impériaux, eh ben ils ont un super rôle. Oui, tout à fait, puisque au final, les 3 personnages peuvent être dans l'unité, ou peuvent être même à l'extérieur de l'unité. Donc, vos 20 épéistes qui payent pas de mine sur le papier, eh bien encore une fois, vous pouvez les jouer. Vous avez encore une nouvelle unité qui est jouable, et vous pensiez peut-être pas à la base. Et cette unité d'épéistes, si vos personnages sont pas dedans, eh ben ils peuvent également servir de redirection. Puisqu'ils sont pas chers, ils pourront peut-être faire gagner du temps aussi à vos autres unités. Il y a juste un point que je voudrais donner pour pré-conclure cette version de base, et Raphaël reprendra aussi la parole derrière,
c'est que la base, juste en termes de dénomination, tout le monde parle de taxes. Et juste ça, je trouve ça dommage, parce que beaucoup trop de joueurs et beaucoup trop de jeunes joueurs ont l'impression qu'ils vont devoir consacrer 25% de leurs points à des choses inutiles. Et moi, j'ai vu des armées très bien, très équilibrées, qui avaient 40-50% de choix de base, et qui tournaient parfaitement bien. Je me souviens d'armées de nains, avec 2 fois 30 longues barbes armes lourdes, 4 pavés de tireurs. Et vous savez quoi, c'était pas drôle du tout, et pourtant, c'était des armées à 50% de base. Donc, un truc tout bête, et je le vois notamment dans les reviews catalogues, et ça me gêne fortement, c'est qu'on parle que de taxes, on parle que de choses imposées, alors que non, vos unités de base, elles ont un vrai rôle, elles ont une vraie utilité sur le champ de bataille, arrêtez de les voir comme une contrainte et voyez-y une force. Et je me permets de rebondir aussi là-dessus, encore une fois, c'est que se dire cette unité-là, je suis obligé de la jouer, donc c'est nul, c'est une logique qui n'a pas vraiment sa place à Old World, je trouve. À Old World, on peut vous mettre n'importe quelle armée entre les mains, si vous ne savez pas jouer, que vous ne savez pas utiliser le terrain, ça va rien faire. Ça va rien faire. Donc, payer 25% ou 50%. Par exemple, là, typiquement, j'ai une liste en gobelin de la nuit, en full gobelin de la nuit. Je me balade avec beaucoup plus que 25% de base, et pourtant, elle est très forte. Elle est très bien. Donc, ça va dépendre, encore une fois, de votre liste de mobilisation, de comment vous voyez le jeu. Et aussi, n'oubliez pas que quand une unité, elle est en base, elle va peut-être valoir moins cher que les autres. Elle va vous permettre d'effectuer certains rôles mieux qu'une unité spéciale qui, pour le coup, elle sera peut-être plus chère. Et encore une fois, une unité de base, ça porte bien son nom, c'est que c'est une unité qui est très commune dans une armée. Donc, ça va être plus facile aussi de la dupliquer. Vous allez moins voir les restrictions que vous pouvez avoir propres à chaque liste d'armées. Je pense par exemple, en WAG Nomade, on se retrouve avec des chars à loups qui sont en base. Mais par contre, pour avoir des pavés d'infanterie en base, ça devient beaucoup plus compliqué. Et les pavés d'infanterie, ils ont quand même un rôle à jouer qui peut être important, voire même crucial. De plus, vous avez aussi dans certaines listes d'armées des unités de base qui peuvent changer de formation. Vous pouvez avoir des gobelins qui peuvent passer en tirailleurs, des orques qui peuvent passer en tirailleurs, et là, leur rôle change encore une fois. Et du coup, pour clôturer un petit peu cette partie d'unité de base, une dernière chose qu'il faut faire attention et qu'on n'a pas trop abordé dans la partie personnage, c'est les choix débloqués grâce à des personnages. Je m'explique. Un seigneur orque noir, par exemple, ou un personnage orque noir, plus globalement, À tout hasard. à tout hasard, va permettre de débloquer une unité d'orque noir en base. Et là, c'est très important, parce que du coup, votre liste du coup change du tout au tout. Alors par contre, moi en ogre, je débloque rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as des Kleenex qui sont juste derrière toi et tu peux les utiliser pour pleurer. Bah je reviens tout à l'heure. Allez. À tout à l'heure. Et donc, du coup, grâce à ces personnages, vous allez débloquer des unités. Donc faites attention aussi, peut-être déjà avant de voir vos personnages, lisez bien vos constructions de liste, parce que vous pouvez débloquer des unités très intéressantes en base, et peut-être les cumuler avec d'autres choix en spéciaux, et du coup, peut-être gagner en efficacité, en cohérence, en synergie. Et encore une fois, ça peut être intéressant, par exemple, l'orque noir, donc effectivement, on se dit, purée, sur le papier, ils sont incroyables et tout ça. Et au final, vous n'avez pas bande de guerre. Donc vous pouvez vous retrouver avec un seigneur orque noir de la mort qui tue, avec l'âge de la mort qui tue et l'armure qui tue tout le monde. Il est dans un pavé d'orque noir, c'est super, vous n'avez pas bande de guerre, vous n'avez pas de relance de la charge, et vous êtes limité à comme 9, parce que vous n'avez pas bande de guerre. Alors qu'à côté, le chef orque classique, il se balade dans une unité de base, il a la bande de guerre, il peut monter à comme 10. Donc encore une fois, et ça je milite et je prêche pour ça dans tous les sens, tous les jours que Dieu fait, arrêtez de juste lire les profils, lisez aussi les règles avec et voyez ce que ça donne sur table. Et ça peut être très important et ça peut vraiment guider votre liste de mobilisation. Donc vous voudriez dire tous les deux que lire son livre d'armée, c'est un prérequis. Livre son livre d'armée et aussi le jouer avant d'en parler. Et pas juste faire des tests partis sur Warhol ou aller sur MetaHammer pour pas les viser, encore une fois, et dire mais tiens, j'ai vu cette liste-là, elle est top tournoi et tout. Bah ouais, mais dis-moi Bob, ça marche comment? C'est de la merde ta liste, tu sais pas la jouer. Si, elle est trop forte, elle a fait top tournoi dans tes trucs. Oui, mais au final, si tu sais pas la jouer, Bobby, bah c'est de la merde.
Et tu vois, vu qu'on fait souvent des coucous aux joueurs qu'on connaît, moi je fais un coucou à Johan avec ses nains, avec qui j'ai encore eu la discussion, je sais pas combien de fois ces derniers mois, et qui vient me voir à chaque fois en disant: Hey, t'as vu, Vaco? Là, cette unité de nain, elle est trop forte. Alors vraiment, elle est trop forte. Et à chaque fois, je lui réponds la même chose. Je lui dis: Putain, viens, je la jouer à la table, je vais la Mais- raser, et ensuite tu vas pouvoir Mais comprendre tu tapes pourquoi. des barres en faisant tes montages, c'est pas possible. Mais moi, je vis ma meilleure vie, moi. Mais franchement, et en fait, c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire ça ce soir. Moi, ça me gêne. Alors Yo, c'est un super pote, hein, j'espère qu'il pourra écouter ce podcast. J'adore ce gars. Mais ça me fait mal, en fait, quand il vient me voir. Et dire, je te Parce qu'en défonce au fait, papier. je pense que de un, il y croit sincèrement, donc c'est pas du tout une critique envers lui, mais c'est un joueur relativement inexpérimenté. Et ce qui m'emmerde, c'est qu'il fait confiance au catalogue Ikea, et il part sur C'est pour ça qu'il faut qu'on des fasse un logiques. poltronné sofa, c'est mieux. Ouais. Non, mais il part sur des logiques en se disant ça c'est trop bien, ça c'est génial. Mais en fait, oui, ok, d'accord, 80 marteliers c'est super fort, en front de 42 si tu veux, mais en fait, t'as pas de redirecteur. Et c'est ce que me faisait mon meilleur pote au Et début. moi j'ai Ouais, 25 crocs de sabre. Enfin, en fait, Ah t'arriveras oui. jamais au corps. Il y a aucun monde Puis où même, tu c'est viendras la encore course à contre moi. l'armement, c'est de la merde. Donc C'est de la merde. Et donc, en dernier mot pour la partie unité de base, on peut clairement dire que toutes les unités de base ont un rôle dans vos listes, suivant l'utilité que vous allez leur donner plutôt, ainsi que l'orientation de votre liste, tout simplement. Et puis encore une fois, chaque thématique va être importante pour déterminer vos unités de base et utiliser le terrain pour comprendre ces unités de base, je trouve que c'est le mieux. Se dire, ouais, j'ai 40 chars, c'est trop fort, oui, mais il y a une barrière, t'as perdu. Exactement. Et c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant et c'est ça qui est bien dans ce jeu-là, c'est que je trouve que il n'y a rien qui résiste au jeu sur table. On se dit, ah ben tiens, j'ai cette liste-là, normalement elle est morte, t'es foutu, tu peux rien faire contre ça. Et ben oui, sauf que en fait, il y a une barrière. Donc ta phalange de 4 chars à loup, bah ouais, mais non, en fait, ça passe pas. Ah, il y a une forêt, il traverse la forêt en faisant une roue. Bah du coup, tu vas prendre ton plus bas des dés, et tu vas ajouter -1 à ton mouvement, et là, bah oui, tu foires ta charge. Ça va être douloureux, mais justement, je trouve que c'est un bon apprentissage, c'est vraiment tester votre armée, vos unités que vous avez sur table, quitte à faire du petit format, pour prendre les bases. Maintenant qu'on a investi en gros un quart de notre armée dans nos personnages et un quart de notre armée dans nos choix de base, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, du coup, on va partir sur les unités spéciales et rares. Je les mets un petit peu dans le même panier. Déjà, on va revenir sur une question qu'on s'est posée juste avant dans les unités de base. Est-ce que j'ai choisi mes redirecteurs, ces fameux redirecteurs? Si c'est le cas, posez-vous la question du nombre. Vous en avez une, deux unités. Pourquoi pas en utiliser une troisième? Peut-être que celle-ci pourra voler, par exemple, comme des harpies. Peut-être que celle-ci vous apportera une autre option stratégique. Si vous n'en avez pas, on reste dans le même conseil, d'en ajouter 2 à 3 unités. Une fois que vous aurez vos redirecteurs, là normalement on n'y reviendra pas, eh bien c'est le moment de compléter vos unités pour finaliser votre archétype de liste. Donc là, vous pouvez vous faire plaisir également. C'est aussi le but de notre jeu, c'est de se faire plaisir de voir les unités qu'on a envie de voir sur table. Et là, du coup, vous avez du choix. Vraiment, en général, vous avez beaucoup de choix. Cas concret. Je suis un jeune joueur. Là, je vous ai écouté depuis tout à l'heure. J'ai mes 3 personnages. J'ai choisi de partir sur une thématique plutôt d'agression parce que j'ai envie d'aller soulever un petit peu mon adversaire. En base, j'ai pu mettre 3 redirecteurs. J'ai un pack qui est relativement correct qui peut me faire une grosse enclume et j'ai un petit chausson. Si je devais réfléchir au type d'unité d'assaut que je peux prendre en spé ou en rare, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Est-ce que je pars de la cavalerie, du monstre? Est-ce que je pars un petit peu de tout? Comment est-ce que je peux un petit peu choisir la façon dont je vais faire mon assaut? On peut distinguer, on va dire, deux archétypes, deux sous-archétypes de liste. Vous avez fait votre choix d'unité de base, vos personnages, vous voulez agresser. Déjà, il faut vous poser la question, est-ce que je veux agresser avec une multitude d'unités sur la table ou est-ce que je veux agresser avec des gros régiments? Donc, si vous avez fait le choix d'un gros régiment en base, vous allez peut-être compléter avec 2 autres gros régiments qui vont vous permettre de faire un assaut assez frontal parce que vous savez que vous allez avoir l'avantage.
Parle de ceux qui vont se faire rediriger le tour Et- d'après, c'est ça, ouais. Ok. Exactement. Pour éviter le genre de redirection que mon ami Raphaël parle, vous avez également des options dans vos listes. Par exemple, des monstres avec la terreur. Vous avez également d'autres options. Si vous avez sélectionné un magicien, vous avez des dégâts à distance. Vous avez également potentiellement des machines de guerre. Vous avez également potentiellement peut-être des petites unités de tireurs. Le Saint-Pied de Gork aussi. Exactement. Donc, selon votre choix de liste et vraiment le choix d'armée, eh bien, vous allez, là, dans vos unités spéciales, vous allez faire parler vraiment la puissance de votre armée pour moi. Si vous avez envie de choisir vos gros régiments, eh ben, choisissez vos régiments de 20-25 orques noirs. Si vous avez envie d'aligner vos 25 gardes des cryptes en énormes régiments et le faire avancer dans la map, allez-y, c'est le moment. Si vous, par contre, vous avez choisi une option d'agression de multitude d'unités, eh bien peut-être que vous allez sélectionner plutôt des régiments de 2 Yétis en ogre pour agresser l'adversaire, avoir des unités très peu chères, mais qui vont beaucoup embêter votre adversaire. Puisque si vous jouez 3, 4, 5 unités de 2 figurines ou de 3 figurines, où va-t-il donner de la tête? Et il va pouvoir peut-être subir des charges de face, de flanc, pourquoi pas de dos, et se retrouver dans des situations très embêtantes. À mon sens, je pense que même, par exemple, le pâté de Yeti, bon, moi j'aime pas trop, parce que enfin, les deux mecs tout seuls, je suis pas trop fan. J'aime bien quand ils se baladent par minimum 15. Mais plus sérieusement, le pavé de Yeti, à mon sens, est presque plus fort que le gros pavé, par exemple, de Ferox. Parce qu'au final, il va coûter un quart, voire un tiers du prix. La moitié. La moitié. Oh ouais, tant que ça. C'est chère le Yeti, mine de rien. Oh. Mais c'est bien, c'est bien. Je te sors un autre Kleenex. Non, non, mais il continue, mais j'adore les c'est mon unité préférée du duel. Mais par exemple, le Yeti, faut pas que vous oubliez aussi maintenant qu'à Old World, eh bien, quand vous fracassez le premier rang, oubliez pas de cibler le champion d'ailleurs, ça c'est l'erreur que tout le monde fait. Je donne juste une petite parenthèse tips de jeu toute simple. Quand vous avez votre saut de dés, idéalement, moi je déconseille l'ensemble de dés multicolores, machin, bidule chouette. Non, non, vous partez avec 25 ou 30 dés de la même façon, et vous en prenez un seul d'une couleur différente. Par exemple, vous avez 25 dés bleus, vous en prenez un rouge. Et quand vous faites vos attaques, dites toujours à votre adversaire en début de partie, le dé rouge que je vais mettre dans mon saut d'attaque, ce sera toujours au minima l'attaque qui va cibler le champion. Prenez cette habitude toute simple, ça fluidifie le jeu, ça vous permet de ne pas vous faire avoir bêtement, et ça vous permet d'aller plus vite. Et petite info, c'est par exemple, vous arrivez dans un pavé. Bon, en général, les fronts font 5 pour l'infanterie régulière et minimum 4 pour l'infanterie lourde. Bah, vous fracassez les 4 premiers. Vous oubliez pas de cibler le champion, sinon il aura une riposte. Et ben au final, le gars ne va pas pouvoir taper. Et ils ont beau être 72. Voilà, vous avez tué le premier rang, fin de l'histoire, il ne réplique pas. Donc le MSU avec des unités qui tapent fort vite, type un peu glass cannon si on pourrait dire. Donc ce qu'on retrouve souvent, ou même trop souvent chez les elfes de tout type, c'est je tape avant toi, j'ai strike first, etc. J'ai une force à peu près correcte parce que j'ai une hallebarde ou une arme lourde. Et bien au final, ça va être super fort à Old World parce que le mec ne va pas pouvoir riposter. Il y a un point qui est important à retenir quand vous avez suivi tous les conseils de Gozer et de Raphaël pour la préparation de votre liste, c'est que vos unités d'élite, vous l'avez entendu parce qu'ils ont même insisté tout à l'heure en disant que les unités de base étaient versatiles, les unités d'élite sont spécialisées. Elles ont souvent un rôle majeur. Quand vous prenez les elfes, moi j'ai tellement de fois entendu les joueurs, notamment elfes noirs, dire « Ok, j'ai des exécuteurs, ok, ils tapent très très fort, mais ils ont une endurance de 3, ils ont une save à 5, ils meurent avant d'arriver au combat, et patati patata, et mon livre d'armée c'est de la merde. » Mais si simplement ce jeune joueur elfe noir, il prenait son livre d'armée, il verrait qu'il a accès aux unités de corsaires, et vous prenez simplement 3 x 10 corsaires dans votre liste, et ces 3 x 10 corsaires, vous les mettez devant votre furie, vos exécuteurs, vos gardes noirs, et d'un coup, vous savez quoi? Et ben vous allez arriver au combat, vous allez être full effectif, parce que personne n'a pu vous tirer dessus. Et c'est ça, quand on parle de cohérence de liste, c'est juste des choses comme ça. Oui, vos tueurs nains, ils sont sensibles, mais si vos tueurs nains, vous les écrantez avec, j'en sais rien, des rangers ou peu importe, ben d'un coup, tout se passe bien. Et encore une fois, c'est par exemple, vous vous baladez avec vos pauvres petits elfes qui n'ont que endu 3, parce que c'est vraiment une armée de merde, revendez-les, n'hésitez pas. Et en fait, vous baladez en tirailleur, il a -1 pour vous cibler, vous êtes dans la forêt -2,
En général, les gens, hormis les elfes, ne se baladent pas avec CT5, hein, voilà, donc ça vous permet quand même d'arriver plutôt safe. Et au final, il n'y a rien de meilleur comme save d'armure que quand le mec n'arrive pas à vous toucher. Faut pas oublier ça. Donc, c'est se dire, ouais, je vais mettre une invue, de la mort qui tue et tout. Non, non, moins un pour toucher. C'est très chiant et ça fait bien le travail. Et ça, c'est des choses qu'il faut que les joueurs prennent en compte dans l'utilité et dans la création d'une liste et l'utilité d'une unité. Si le gars ne peut pas vous toucher, il ne peut pas vous tuer. Partez de ce principe-là. Pour résumer les propos de Raphaël, pro tips, évitez de jeter des dés. C'est plutôt... C'est tellement vrai. Les mecs ils vont jouer aux échecs, c'est bon. C'est ça. Non, bah ouais, c'est ça. Bah oui, parce que genre, mais oui, mais c'est ce qui est... Ah, moi, ça me rend ouf, hein. Toutes les parties que je fais, là, où le mec, il est... mais ils vont conduire 3. Oui, mais tu tapes avant, connard, en fait. C'est Ça, les gens, j'ai insupportable. toujours pas compris. Et c'est là où vous pouvez aussi vous rendre compte du pricing des unités. Parce que oui, 30... Enfin allez, on va reprendre des formats Old World, hein, les vieilles habitudes 9e âge. Oui, 15 exécuteurs, ça coûte cher. Mais 15 exécuteurs écrantés par des corsaires ou des harpies qui arrivent full effectif au combat, bah, en fait, ça lave une armée entière. On parle bien des corsaires et des harpies où on a -1 pour les toucher parce qu'ils ont une PU1. Hein. Tu veux dire que la liste aurait été réfléchie? Oh, Dis donc. Non, mais ils ont que en du 3 aussi. Donc c'est terrible. Quand on dit oui, le Minotaur, le Minotaur, les zombettes c'est pourri, les zombettes c'est pourri, le Minotaur il tape fort mais il est pas contrôlable. C'est marrant parce que je suis presque sûr que le Minotaur, on peut mettre en face des petits Ungor, on peut mettre en face des petits harpies. Oui. Presque sûr qu'en fait le Minotaur il peut arriver, de 1 il peut être contrôlé, Oui. et de 2 il peut arriver full PV au corps à corps. Et c'est marrant, mais de mon expérience, je suis presque sûr que 5 Minotaurs qui te tombent dessus, ça te lave un pack. Je me trompe peut-être. Je permets de faire une petite aparté. Bisous Julien si t'écoutes le podcast. Quand j'affrontais une liste avec double dragon, donc double moon dragon, et il y avait un des dragons qui avait donc sang de Calédor, donc impétueux. Et au final, ben, on se dit, ah ouais, il a des super stats et tout, il est vraiment incroyable. Ouais, mais t'as foiré ton impétueux, t'es condamné à aller charger des loups. Alors que si devant pas le chaman, parce qu'ils sont un peu plus nobles, voilà, un peu plus péteux, on va appeler ça un archimage, ben, il était devant le dragon en mode calme-toi bébou, il est pas avec nous dans la pièce, et ben au final, le dragon n'aurait pas chargé puisqu'il n'aurait pas vu. Et ça, faut aussi penser à ça. Encore une fois, comme je disais aussi avec le tirailleur et l'ordre dispersé, l'impétueux ne va s'activer que si la personne a la capacité de charger parce que arc frontal. Donc, des unités où on peut se dire c'est pas ouf, ben finalement, si on écrante et on joue là-dessus, surtout sur la taille 1 pour 1 pour de l'infanterie, de la cavalerie, de l'infanterie monstrueuse, n'oubliez pas qu'il n'y a que la colline ou la grande cible qui vous permet de voir par-dessus. Donc, des fois, des choses comme par exemple aussi des Pégases, je vois l'erreur souvent, où des gens chargent avec des Pégases à travers un pavé d'hommes d'armes, en se disant oui, mais je suis vol, oui, mais t'es pas grande cible. Et ça, il faut y penser. Parce que le gyrocoptère, il a beau voler, le Pégase a beau voler, mais il voit pas au-dessus des autres. Et ça, justement, l'impétueux peut être contré par des choses comme ça. Du coup, pour revenir sur la partie unité spéciale et unité rare, eh bien écoutez, faites-vous plaisir, choisissez vos unités pour aller au mieux avec votre archétype de liste. Choisissez des tireurs si vous voulez tirer, choisissez des unités agressives si vous voulez agresser, et restez cohérent avec les choix que vous avez faits avant dans vos unités de base, ainsi que vos personnages. Des unités tankives si vous voulez tanker. Exactement. Donc maintenant qu'on a pu échanger un peu sur les différentes unités, que vous avez fait vos choix et que vous avez quelque chose de cohérent en tout cas sur votre feuille de papier, on va pouvoir revenir un petit peu aux personnages. Ça n'échappera pas à certains, nous avons omis de parler de quelque chose. Nous avons bien sûr volontairement pas voulu parler de la partie monture de personnage. Parce que maintenant que votre armée est construite, il vous reste encore un petit peu de points. Et là, le choix des montures, du coup, devient pertinent. Parce que votre seigneur orque noir, si vous avez sélectionné que de l'infanterie, le mettre sur sanglier, peut-être que ce ne sera pas très intéressant. Si vous avez sélectionné que de la cavalerie, le mettre à pied n'aura aucun intérêt. Ou en tout cas, très peu. Donc, maintenant que vous avez votre liste d'armées devant vous, et que vous savez là où vous allez, eh bien vous allez pouvoir commencer par choisir votre monture.
Est-ce que Raphaël, tu peux nous dire un petit peu ton point de vue là-dessus? La vouivre, voilà, c'est tout pour moi. Non, plus sérieusement, moi je suis un énorme fan de la figurine de vouivre. C'est vraiment ma figurine giga coup de cœur. Je l'ai testée et au final, je la trouve incroyable. Et encore une fois, je l'ai testée sur table, j'ai vu tout le potentiel qu'elle avait. Et je la joue avec de l'infanterie, comme je la jouerais avec de la cavalerie. Parce Alors, que je la trouve super polyvalente. d'accord. Donc là, tu es en train de nous dire que la vouivre, tu peux la jouer à peu près avec n'importe quoi, au final. Oui. Contrairement, par exemple, à une monture comme un sanglier, peut-être un petit peu moins permissif que la vouivre. Pour moi, le sanglier est permissif. Ce qui est plus punitif, ça reste vraiment pour moi le char. Le char, en fait, il faut voir qu'il va avoir des touches d'impact que s'il fait au moins 3 pas. Il n'a pas le rapide, vous n'avez pas la terreur, vous n'avez pas le vol, vous n'êtes pas grande cible, vous êtes coincé par des barricades. Et si vous passez dans un décor et que vous faites un 1, vous prenez votre meilleur des 3 PF sans save. En fait, le sanglier, ça va être un test de terrain dangereux. Bon, ça peut être douloureux, mais il coûte pas cher. Il est assez, on va dire, polyvalent. La vouivre coûte cher, mais par contre, pour moi, elle remplit toutes les cases. Et le char va être vraiment très orienté. Donc, ça va être, encore une fois, sur votre personnage, tester l'option, voyez ce qu'elle donne, et si elle correspond à votre gameplay. Parce qu'au final, n'avoir des touches d'impact que lorsque l'on charge ou qu'on fait au moins 3 pas, mais qu'on n'a pas de contre-charge, bah, ça peut faire qu'il y a des trucs, si vous tombez sur un joueur qui vous mène un peu par le bout du nez, vous n'allez pas le faire. Je voudrais juste amener 2 petites précisions sur ce que tu viens de dire. On le dit depuis le début, il faut jouer les figurines qu'on aime, il faut les tester. Mm. Jouer un personnage sur char, moi personnellement j'aime pas, et je pense que vous deux non plus. Pour moi, c'est Voilà. pas un problème en soi. J'aime bien le personnage sur D'accord. char, mais je vois pas mon général sur char. Ah je oui. mettrais bien, Ouais, par t'as contre, raison. là je suis en train de me taper une petite conversion d'orc avec GB sur char. Je trouve ça rigolo. Pour moi, jouer un personnage sur char, c'est pas un problème à partir du moment où on a pleinement conscience des forces et faiblesses. C'est ça. Et c'est pour ça que j'aime bien que le fait que tu insistes sur le mur, sur tout ça, et sur le fait qu'il soit pas rapide. C'est qu'encore une fois, vous pouvez tout jouer, mais ayez conscience de la force et faiblesse. Parce qu'effectivement, si vous attendez à ce perso sur char, qui fasse un all-in tout droit, Fast and Furious 8, qu'il arrive, boum boum, feu d'artifice, bah, votre perso sur char, tour 4 ou tour 5, potentiellement, il n'est pas encore engagé, parce qu'il est très lent. Et de la même façon, la vouivre, effectivement, moi qui l'ai affronté, c'est fort, effectivement, ça tape dur, mais encore une fois, on n'est pas en mode catalogue hammer. La vouivre à 2000 points, c'est très bien. La vouivre pour une petite partie à 800 points contre vos amis, ben en fait, vous pouvez pas. Ou une fois que vous avez mis ça, vous n'avez plus rien à côté. C'est comme les dragons, vous savez, tout le monde se branle sur les dragons, c'est increvable, c'est machin, c'est truc, c'est patati, c'est patata. Vous venez contre moi à 1500 points avec un dragon, il y a intérêt à ce qu'il soit vraiment bien stuffé. Parce que je vous envoie 2 packs de Ferox le récupérer, un coup d'arme lourde, et ça va être fissa. Donc c'est, encore une fois, il y a des choses qui sont bien, mais toujours une fois, le format, l'expérience, on s'entraîne, on essaye. Quelque chose qui est bien à 1000 points peut être nul à 2000 et vice versa. Et encore une fois aussi, c'est est-ce qu'on est à l'aise avec le gameplay derrière? Parce que par exemple, moi j'adore jouer la vouivre, bah déjà parce que j'ai la figurine de Hazag et puis Avatar of War a fait des dingueries sur ses vouivres. C'est surtout que il peut y avoir des unités qui vont paraître moins impactantes, mais qui vont être plus permissives au niveau du gameplay. Et par exemple, la vouivre, le fait d'avoir la terreur, eh ben, quand vous déclarez des charges sur des redirecteurs qui sont obligés de fuir ou des trucs comme ça peut être assez rigolo. Ou aussi, tout le monde ne peut pas forcément vous charger. Vous vous retrouvez avec des gens qui sont hors de bulle de com. Ah ben oui, mais tu as tapé ton petit test de terreur avec ton com à 6. Ah ben merde, ça marche pas. Et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, avec cette monture-là. Le fait d'avoir aussi grande cible, comme je rebondis sur ce que je disais avant par rapport au Pégase et au gyrocoptère, mais le fait d'avoir grande cible, c'est le seul moyen de voir par-dessus vos potes aussi. Et ça, c'est très intéressant parce que, au final, quand vous pouvez déclarer des charges, c'est quand même vachement plus pratique quand vous voyez la personne. Le fait d'avoir le vol vous permet aussi d'ignorer certaines choses que, par exemple, le char ne vous permettrait pas. Mais par contre, la vouivre n'a pas une PA2 fixe comme le char lourd. Donc, ça va dépendre de du reste de votre liste de mobilisation et surtout, est-ce que vous vous sentez prêt à jouer à un truc
qui n'a pas forcément le rapide, qui peut être gêné par des mouvements, qui doit voir comme les autres, etc. Ça sera à votre convenance. Donc on en revient au final à se poser la question de qu'est-ce que j'ai besoin dans ma liste, qu'est-ce que j'ai envie de jouer, et qu'est-ce qui me botte en tout cas sur le papier, qu'est-ce qui me donne envie, qu'est-ce que j'ai envie de jouer, qu'est-ce que j'ai pu tester aussi pour me dire ça c'est cool, ça c'est pas bien, parce que chacun aura des visions différentes. C'est pour ça que ce podcast, nous on donne des conseils, mais on n'a pas la science infuse, hein. Clairement, peut-être que quelqu'un nous pourra dire qu'on est complètement à côté de la plaque. Faites-vous plaisir aussi, faites vos choix et faites-vous votre propre avis avant d'aller écouter partout sur internet que telle chose est très forte et que telle chose est très nulle. Et pour revenir un petit peu à tout à l'heure ce qu'on pouvait parler, et du coup ce que Raphaël a pu rebondir aussi dessus, toutes les montures au final peuvent être jouées. Oui. Toutes les montures, Oui. ou même non-montures du coup, ou même à pied, ça peut être joué, ça peut être jouable suivant votre armée, suivant les règles spéciales. Donc typiquement, votre seigneur orc, il est très intéressant dans un pack pour gagner les bonus de rang et donner un meilleur commandement. Votre seigneur orc pourrait être très bien sur une vouivre pour être agressif et plus autonome. Il pourrait être très bien sur des sangliers et mener votre pack de sangliers avec un bonus de commandement ou pour apporter du punch. Et je pense que c'est important que vraiment les nouveaux joueurs ne cèdent pas vraiment à l'appel des ayatollahs de la figurine qui leur font des pavés de 30 lignes en leur disant telle unité est pas bonne, ça c'est pas bon, joue pas ça, c'est de la merde, cette liste elle est pas bonne, vraiment tu vas te faire éclater. Testez vos figurines en cercle associatif avec des gens compétents qui connaissent leurs règles et essayez de faire des parties à la cool, amicales et tester les choses. Ce n'est pas à telle personne qui est à l'autre bout de la France que vous n'avez jamais vue, que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, de vous dire ta liste est merdique, ton personnage est merdique, tu n'as pas le droit de le jouer. Ce n'est pas à ces gens-là de déterminer votre expérience de jeu, comme ce n'est pas à ces gens-là de déterminer quoi que ce soit dans votre vie. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Tous les livres d'armée et toutes les unités sont jouables. Oui. Tout est jouable en fait dans vos armées. Donc ne vous bridez pas à telle liste ou tel joueur m'a dit de jouer ça parce que c'est fort. Peut-être que ça ne vous conviendra jamais. Même l'orc archer est jouable à cet étroit. Prenons pour exemple les miliciens de l'Empire ou même des troupes d'infanterie de l'Empire tireurs, donc des infanteries légères. Pendant 1, 2, 3 tours, vous allez pouvoir utiliser vos armes de tir, par exemple d'infanterie légère, donc des arbalètes, des arquebuses, et au moment voulu, faire 8 pouces et aller rediriger. Vous allez pouvoir également avec des miliciens vous dire ah je reste en fond de table pour l'instant, et puis au moment voulu, vous déclenchez, faire votre mouvement x3 et aller embêter votre adversaire. Et d'un coup, vos miliciens, ils sont intéressants au final. Parce que vous allez avoir peut-être un double rôle, un triple rôle. Et surtout, effectivement, à l'inverse, peut-être que votre pote dans l'assaut qui joue à même arme avec vous, lui, à chaque tour, ses miliciens, il recule de 2 pouces, parce que lui, il veut pas les sacrifier et il veut ses 6 phases de tir. Exactement. Et dans ce cas-là, on peut voir qu'une unité a plusieurs facettes. Il ne faut pas rester bloqué sur ce qui est joué par les autres, vous faire votre propre expérience. Maintenant que nous avons fait le tour, on va dire, de votre liste d'armée, de vos montures, il faut maintenant penser objets magiques. Les objets magiques, on est à Warhammer, les personnages ont une place extrêmement importante. Ils sont là pour mener vos unités, ils sont là pour apporter de l'impact. Vous avez besoin de vos personnages. Pour commencer au niveau des objets magiques, moi le premier conseil que j'ai à vous faire sur un personnage qui se veut combattant, c'est de penser à sa protection. Que ce soit une armure, une invulnérable ou une régénération, pensez à sa protection. Le minimum syndical, c'est d'avoir quelque chose qui vous protège. Que le premier boulet de canon, missile magique ou même tireur, quel qu'il soit, ne puisse pas vous faire des petits points de vie qui risquent d'être vraiment dommageables quand vous allez arriver au corps à corps. Vraiment, je vous conseille, la première chose à voir, c'est mettez un objet magique défensif. Une fois que vous avez un minimum de défense sur vos personnages qui se veulent combattants, et bien sûr, il faut faire la part des choses, un personnage sur vouivre ne sera pas exposé de la même façon qu'un personnage dans un régiment. Peut-être que la part d'objets magiques investis défensivement ne sera pas la même. Oui, Comme le disait tout à l'heure Raphaël,
Une Wave, bah, peut-être qu'on va lui mettre un seigneur orque noir sur Wave, peut-être qu'on va lui mettre uniquement une arme lourde et qu'on va se dire, eh ben, je vais lui mettre une sauvegarde invulnérable et un pantalon en peau de troll pour avoir une régénération. Et avoir là vraiment une grosse sauvegarde et me dire, je vais encaisser tout ce que le monde va m'envoyer. Par contre, à contrario, le personnage dans l'unité ou dans sa cavalerie, par exemple un personnage sur sanglier, va avoir une sauvegarde d'armure native relativement bonne. Peut-être que seulement une sauvegarde invulnérable suffira. Et du coup, pour compléter ce personnage-là, eh bien, si vous dites que vos régiments manquent de pénétration d'armure, vous allez aller chercher une arme qui apporte de la pénétration d'armure. Si vous manquez de volume d'attaque, vous allez aller chercher du volume d'attaque. Et si vous manquez par exemple de quoi tuer un monstre, peut-être que vous allez aller chercher une arme qui fait du multi-PV ou une tueuse de monstres. Je rebondis sur le fait qu'on cherche de la PA. Pour moi, il y a quand même plus facilement capacité d'obtenir des boosts de force et des boosts en PA que des bonus de save. Ça va être beaucoup plus facile de caler une arme lourde. Alors oui, on va taper en dernier ou à init 4. On aura au moins une PA2, une lance de joute. On va avoir force plus 2, PA2, le tout rond charge. Alors que par contre, obtenir une régène, obtenir une invue ou obtenir une meilleure save, hormis à travers les sorts, et il faut qu'ils passent, faut pas qu'ils fassent de fiasco, faut pas qu'ils aient été dissipés, ça va être beaucoup plus dur à avoir. Alors qu'une lance de joute ou une arme lourde, en général, sur un personnage, c'est 4, 5 points, grand max, dans ces eaux-là. Donc, et ça ne compte pas aussi dans le total des objets magiques. Donc, à mon sens, je privilégierais le bonus de save, qui pour moi est plus dur à avoir, mais encore une fois, ça dépend du prix qu'on est prêt à mettre dedans. Si aussi on veut une arme qui tape à initiative, etc., etc. Ça dépend également, comme on a pu le dire durant le podcast, du joueur, de ce qu'il a testé, des faiblesses de la liste, des forces de sa liste. Donc effectivement, comme tu peux le dire, il y a aussi des armes génériques qui sont proposées sur le personnage, qui sont déjà très très bonnes pour combler une faiblesse de sa liste. Ou même le fléau, par exemple, qui donne force plus 2, PA2, même le tour on se fait charger. Ce qui serait quand même dommage, c'est de se payer un personnage avec la hache de l'apocalypse, de tueur de nagage, de massacreur de dieux, de machin truc bidule, pour se faire écraser par 3 chars gobelins. Exactement. Ça, c'est très drôle. Ça dépend pour qui. Moi, j'aime bien. Donc vraiment, testez votre armée vous-même. Voyez les forces et les faiblesses, encore une fois, de votre unité, de votre personnage, et adaptez-les, retaillez-les au fur et à mesure des parties. Et là, vous aurez vraiment quelque chose qui va être clé en main, que vous allez apprécier jouer, et qui va vous permettre d'être à l'aise et polyvalent. Et je compléterai juste, Raphaël, en disant, ne construisez pas vos builds systématiquement pour affronter un seul adversaire. Moi, c'est un conseil que j'ai toujours donné depuis au moins 15 ans. Je pense ça fait au moins 15 ans que j'accompagne des jeunes joueurs. Arrêtez de mettre le super truc multi-PV, machin patati patata, parce que vous affrontez votre joueur ogre. Dès que vous allez affronter quoi que ce soit d'autre, vous allez avoir 80 points d'objets magiques qui ne servent à rien, vous allez plus savoir jouer votre personnage. Prenez l'habitude, alors je vais utiliser volontairement le mauvais terme, mais prenez l'habitude d'avoir des listes tournois. Et j'entends tournoi dans un sens très précis, des listes polyvalentes où vous pouvez jouer contre n'importe qui. C'est-à-dire, partez du principe que vous allez arriver à l'association le samedi, vous ne savez pas qui vous affrontez. Prenez l'habitude d'être capable de tout gérer, de tout anticiper, et ne sortez pas le build anti-Elfe Sylvain parce que votre meilleur pote joue Elfe Sylvain. De 1, vous n'allez pas savoir jouer contre à peu près les 15 autres factions, et de 2, vous allez aussi sûrement le dégoûter. Alors bon, vous allez dire c'est un Elfe Sylvain, donc ça peut être bien. On va dire, tout joueur normal, vous pouvez le dégoûter, et en fait, il n'y a aucun intérêt. Par joueur normal, t'entends pas les joueurs elfes, hein, c'est ça. C'est une sous-catégorie à part. Il faudra que ça soit des êtres humains. Ils sont au-dessus de nous, ils nous dominent. Du coup, on a pu parler un petit peu des personnages combattants. Qu'en est-il, par exemple, d'un petit sorcier? Je trouve qu'il est pas mal et il est vraiment crucial. Et j'ai du mal à sortir avec moins d'un sorcier niveau 4. Parce qu'au final, se faire dominer à la phase de magie, ça veut dire qu'on va subir la magie. Et avec la puissance de la magie au Lord et le fait que les sorts puissent être lancés à chaque phase en fonction de leur type, ça devient très vite très douloureux. Et du coup, sur ton petit sorcier niveau 4, qu'est-ce qui pourrait bien fonctionner? Est-ce que tu penses que mettre un objet magique est indispensable sur un personnage sorcier?
ou est-ce que tu penses que ça reste tout de même une option? Puisque un sorcier de niveau 4, il coûte tout de même environ 150 points, 180 points, ce qui est tout de même un investissement conséquent sur une liste. Est-ce que tu penses qu'un objet magique est obligatoire sur ce type de personnage? On a pu parler un petit peu des personnages combattants qui, eux, ont besoin de leurs objets magiques, mais un sorcier, est-ce qu'il en a réellement besoin dans tous les cas? Je suis pas spécialement d'accord. Pour moi, le personnage combattant a pas forcément besoin d'objets magiques. Là-dessus, je pense qu'un personnage combattant avec une bonne armure de plate, une hache montée sur un sanglier, il fait très bien le taf. Bien Et sûr, mais est-ce que tu mettrais ton général avec uniquement armure de plate et son arme lourde sur son sanglier? ça m'arrive. Du coup, là, ce que tu nous expliques, c'est que suivant l'équipement que tu as à disposition nativement dans ton armée, suivant les montures que tu as à disposition, tu n'es pas obligé d'utiliser d'objets magiques. Ok. Oui. À petit format, c'est important de jouer avec 0 objet magique pour ses premières parties. Parce que ça permet aussi de pas, on va dire, corrompre l'expérience de jeu. Démarrer avec des règles de base, sans don du chaos ou objet magique, ça peut être vraiment très important pour des premières parties et pour que tout le monde puisse s'amuser. C'est un petit peu aussi comme le fait de jouer en liste ouverte ou liste fermée. Je te cache mes objets magiques pour que tu aies la surprise. Moi, c'est un truc que je trouvais très drôle. Mais d'un autre côté, je comprends aussi qu'à contrario, ça puisse dégoûter des adversaires. Donc le plus important, encore une fois, c'est de se mettre d'accord entre joueurs sur comment on va jouer et respecter cet accord. Et pour le coup, l'objet magique, je pense pas qu'il soit vraiment indispensable. Je pense que l'objet magique, effectivement, c'est un plus qui permet de combler certaines lacunes ou difficultés qu'on pourrait rencontrer. Mais pour moi, l'objet magique n'est pas nécessairement indispensable. Et par exemple, mes sorciers, ça m'arrive très souvent de les jouer sans rien. Il y en a, s'il y a une option que je joue parce que du coup je suis obligé de la faire pour faire ça, c'est sur mon chaman gobelin lui mettre le breuvage de la mégère pour qu'il ait accès au domaine des trolls et au gros cerveau. Mais par exemple, je pourrais avoir accès à ce domaine-là sans jouer cet objet, je ne le ferai pas. Il y a un point, je pense que 99% des joueurs ne protègent jamais les magiciens. Jamais de sauvegarde invulnérable ou de choses comme ça. Il y a une situation pour moi qui peut être importante en termes de réflexion. Si vous avez un magicien dans un pack, en première ou en deuxième ligne, vous n'avez pas vraiment ni d'intérêt ni d'obligation de le faire. À la limite, une potion de soin. Il y a un cas où moi, personnellement, je mettrais au minimal un vu5+, c'est soit pour un magicien Pégase, ou un magicien sur cavalerie légère dans un chausson de cavalerie légère. Parce que c'est un magicien qui va être potentiellement très agressif, qui va se rapprocher des lignes adverses pour utiliser ses sorts à courte portée, et vous n'êtes pas à l'abri que sur une mauvaise phase de tir, tout son chausson se fasse sortir, et là, l'Invu5+, moi, c'est un investissement que j'aime bien dans ce cadre très précis. Eh ben là, je suis pas vraiment en accord avec toi. Justement, il y a un point que tu n'as pas abordé au niveau de la vue 5+, c'est par exemple le magicien sur grande cible. Et le magicien sur grande cible, lui, il va être ciblable depuis l'autre bout du monde, et même, maintenant depuis la FAQ, par 2 rangs d'infanterie. Et par exemple, vous tombez sur le nain du chaos qui se balade par pavé de vin avec Tromblon, c'est rigolo. Bien entraîné, je passe en 10 par 2, je balance 20 des 3 tirs, relance des 1 dans ton truc. Et là, ben, au final, tu te dis, ah ouais, mais c'est bon, j'ai une armure de plate parce que dragon, je sais pas quoi, ou armure lourde parce que dragon, nanana. Et au final, il se fait octo-défoncer. Alors que par contre, le mec sur Pégase, lui, il peut s'amuser à passer hors de l'arc. Et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la meilleure des défenses, c'est quand l'adversaire ne jette pas les dés. Donc, on peut en conclure un petit peu sur les personnages que, suivant le personnage que l'on sélectionne, suivant la monture que l'on sélectionne et l'exposition de celui-ci, on va payer plus ou moins d'armure. Si vraiment il est exposé via une monture grande cible ou behemoth, eh bien là, il devient intéressant de payer quelque chose pour le protéger. Si quelque chose peut l'écranter pour éviter un dégât à distance, peut-être que là on pourra se passer de l'armure. S'il a un régiment, peut-être qu'on pourra également se passer de l'armure. Tout à fait. Tout ça reste, comme on l'a dit depuis le début, des choix de liste et surtout des choix de joueurs. Et du coup, pour un peu rebondir sur tout ça, là on a pu parler un petit peu de 3 personnages, de leurs objets magiques et de leur importance dans les listes. Mais qu'en est-il des autres personnages? Parce qu'on n'est pas sans savoir que chaque armée propose d'autres types de personnages. On peut parler par exemple des Banshees en conte vampire, on peut parler des chasseurs ogres, on peut parler de
plein de personnages. Les rôdeurs elfes. Les rôdeurs elfes Sylvain qui vont être des tueurs de personnages adverses. Du coup, votre liste maintenant est plus ou moins construite. Il vous reste peut-être quelques points que vous allez pouvoir répartir à droite et à gauche. Peut-être faire quelques modifications pour que tous vos choix puissent s'intégrer dans vos listes. Donc maintenant, la question que vous devez vous poser une fois que votre liste est écrite, eh bien, demandez-vous déjà si vous comprenez le rôle de chaque unité que vous avez ajoutée. Ça, on en revient vraiment au point de départ de cette review, c'est qu'est-ce que chacune de mes unités va m'apporter sur le champ de bataille. Si vous avez un doute sur une unité, soit vous la testez, soit vous essayez de l'adapter ou vous essayez de lui trouver un rôle dans votre liste. Si tout est clair pour vous, eh bien écoutez, moi je vous conseille juste de la tester sur la table, de vous faire votre propre avis, de la faire évoluer et de vous faire plaisir. Je n'ai vraiment rien d'autre à vous dire, à part faites-vous plaisir à la table. C'est le plus important, partagez ce moment avec quelqu'un. Depuis le début, on vous a volontairement parlé de cohérence, partir des personnages, structurer la liste avec des rôles. Mais il y a aussi une deuxième façon de concevoir une liste. Et vous allez voir finalement, elle est peut-être même encore plus simple. Partez des unités que vous aimez le plus. Vous êtes un joueur au elfe, pour vous l'unité emblématique de Warhammer, c'est le lion de Kras, le lion blanc de Kras. Et ben, vous prenez vos 2 packs, vous mettez vos 2 chars, et ensuite dites-vous de quoi est-ce que vous avez besoin. Vous voulez qu'ils aient vos corps à corps intacts? Écrantez-les. Vous avez peur des tireurs adverses? Mettez 2 magiciens full blast pour tuer tireurs adverses, etc., etc. Donc là, ce que vous me dites en fait, les gars, c'est que je peux aussi construire ma liste en me faisant plaisir avant tout. Et avant de penser à toute cohérence, optimisation, quoi que ce soit, je peux jouer l'unité qui m'a peut-être fait venir dans Warhammer, qui m'a donné envie, sur laquelle j'ai vraiment flashé dans le White Dwarf numéro 2, il y a 20 ans de ça. Moi, j'irais même encore plus loin, c'est pour moi, tu dois la jouer, cette unité-là. Pour moi, jouer à Warhammer sans jouer ton unité coup de cœur dont tu es amoureux, pour moi, ça n'a pas de sens. Oui. Et l'unité coup de cœur aussi, c'est celle qui va faire que quand tu vas te prendre des tollés, tu vas t'obstiner, tu vas vouloir essayer de la jouer. Et je pense que le bon joueur, c'est le joueur qui se prend des tollés, mais qui s'obstine à jouer un type d'unité ou une unité qui lui plaît et qui va découvrir avec le temps comment la jouer. Et il faut vraiment sortir de cette mécanique qu'on retrouve beaucoup à 40K. Je suis désolé, mais je trouve que c'est vraiment un truc que je trouve beaucoup dans ce système de jeu, où avec des data slates, des data sheets, des slate sheets, je sais plus quoi, qui changent tous les 3 mois, une unité passe de ultra forte à injouable. Et l'avantage qu'on a avec Old World n'étant pas un core games, c'est que Games Workshop nous fout la paix. Et ça, c'est super. Il faut vraiment en profiter, comme ça, qui nous foutent la paix, pour que la version soit assez stable et qu'on ait le temps de jouer une unité où on se dit « Ah ouais, purée, elle a rien fait. Oh, mais en fait, elle est complètement en dessous des autres. Mon livre d'armée, c'est de la merde. Je vais faire une annonce eBay, allez, ça part, je la dégage dans la semaine. » Non, essaye de jouer ta liste. Et vu que cette unité te plaît, que c'est ton unité coup de cœur, ben, tu vas découvrir comment la jouer, tu vas découvrir comment utiliser la table. Et à partir de là, tu deviendras un meilleur joueur. Et c'est ça qui est important pour moi. Donc on peut rebondir un petit peu là-dessus en se disant que toutes les unités sont jouables et que l'expérience de la table, on la remplace pas. Oui, effectivement. L'expérience de la table, on ne la remplace pas, et l'expérience du joueur. Le fait de tomber sur un joueur qui va avoir une technique plus agressive avec une armée qu'on n'attend pas, ça peut vraiment faire des bonnes surprises. Par exemple, les nains, qui se retrouvent à avancer directement en colonne de marche, obstiné tour 1, ça, des fois, on le voit pas venir. Et quand l'enclume permet de faire, allez, bam, j'avance de 18 T1, je suis quasiment à ta ligne, et ça met une ambiance. Et j'ai presque envie, moi, de conclure sur une bonne pratique de jeu, après tout ce qu'on s'est dit, c'est n'hésitez pas aussi à demander un débriefing à votre adversaire, et un débriefing honnête. Parce que peut-être que ce mouvement extrêmement agressif, ce push que vous avez fait ou dans votre tête qui était absolument exceptionnel, peut-être qu'en fait votre adversaire il a synchro-directeur, et peut-être qu'à aucun moment il s'est senti inquiété. Et des fois c'est aussi d'avoir le ressenti de ce qu'on a fait, de voir les erreurs, de voir de son point de vue à lui ce sur quoi en fait il s'est dit moi je pensais avoir fait un bon move, mais lui de son point de vue il a vu que j'avais fait une énorme erreur, il m'a puni dessus. En fait, en complément de l'expérience qu'on acquiert, c'est aussi une expérience qu'on peut vous restituer, et ça encore une fois c'est indispensable à la progression. Du coup, pour revenir un petit peu à ce que Vaco disait tout à l'heure, moi c'est quelque chose que je vous encourage très fortement à faire aussi, d'échanger avec votre adversaire. L'échange de points de vue est important.
l'échange aussi sur certaines actions dans la partie va vraiment des fois vous faire prendre conscience de la force d'une unité ou justement de la méconnaissance d'une de vos unités. Des fois, votre adversaire va simplement vous dire: Ah, mais si tu m'avais agressé avec cette unité, eh ben, tu m'aurais mis en difficulté. Sauf que, pour moi, cette vision-là, elle était totalement différente. Je me suis dit, je vais sûrement me faire remballer. Et du coup, on prend conscience de son livre d'armée, de son armée, de la force de ses unités. Et peut-être qu'à la prochaine partie, on va la jouer différemment. Et du coup, pourquoi pas la mettre en avant et trouver enfin une utilité à cette unité qu'on adore, mais qui nous fait défaut depuis 4 ou 5 parties. Donc vraiment, tester, échanger, partager avec vos adversaires. Ce podcast, on en avait déjà parlé avec Raphaël en tête-à-tête, et on a échangé une partie de la semaine avec Gozer dessus. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que je me dis, on a beau essayer de prendre un petit peu ça dans tous les sens, on a beau essayer de se dire, mais comment faire les listes structurées, les listes logiques, les listes machin, mais en fait, plus on parle, en fait, plus je suis frappé, même moi en tant qu'acteur de cette émission, et en tant qu'aussi de joueur et presque spectateur aussi de mes deux compères, en fait, je me dis, mais finalement, on en revient toujours aux mêmes fondamentaux, quoi. Exactement, en fait, on en revient toujours aux mêmes fondamentaux, c'est construis ta liste de ton côté, fais-toi plaisir avec les unités que tu as envie de jouer, construis quelque chose qui te semble cohérent, partage-la avec tes amis, partage-la avec les joueurs autour de toi, prends les retours, joue-la sur la table, fais-toi plaisir, prends les retours de tes adversaires, échange vraiment avec tes adversaires de jeu, ou tes partenaires de jeu, je dirais même, et ensuite évolue sur cette liste, évolue ton style de jeu, ta liste, ton armée, et fais-toi plaisir à la table. Et arrête de te polluer avec les catalogues Ikea qui en fait ne t'apprennent pas du tout le jeu, mais qui se contentent en fait de te faire des plus ou moins rapports qualité-prix, et qu'en fait n'ont pas beaucoup de sens, parce que comme on le dit depuis 2 heures, en fait tout est une question de contexte. Eh bien, de mon côté, moi, la conclusion, c'est la phrase de Stallone que je trouve toujours aussi incroyable. C'est le début d'une mauvaise chose, peut-être quelquefois le début d'une meilleure. Et au final, au début, on se prend des giga branlés, on fait c'est de la merde, mon armée elle est nulle, j'ai qu'en du 3. Eh ben oui, puis on va apprendre à la jouer, puis on va faire purée, c'est incroyable, il y a un potentiel de fou, et ce jeu est vraiment là pour ça, il y a vraiment un potentiel de malade. Testez, éclatez-vous, faites-vous plaisir. Et aussi, essayez pas d'avoir les yeux plus gros que le ventre et de vous dire, tiens, on va tester tel ou tel scénario avec telle règle, avec tel décor, avec des règles imbougeables et tout ça. Faites une bataille de Languille 24-24 enfin 12-12 avec le No Man's Land de 24. Vous jouez à la poutre, à la bâche avec des bannières. Et déjà, rien que de faire une partie de 6 tours correcte, bien dans l'ordre aussi, puisque ça, c'est aussi un problème qu'on voit souvent, c'est que l'ordre des phases n'est presque jamais respecté, il y a presque toujours des erreurs, on fait les transferts avant les charges, etc., on fait les enchantements après la stupidité, enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont un peu délaissées. Vraiment, bien faire une bonne partie, bien dans les règles, respectée de manière simple, ça va être le plus formateur, à mon sens, pour vous. Et vraiment, ça va vous permettre aussi de progresser. Et une fois que vous aurez ces bases-là, allez-y, faites du petit format pour démarrer. C'est facile, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de temps pour peindre votre petite armée à 1000 points. Et aussi, ça ne va pas vous coûter bien cher. Et ça, encore une fois, je pense que c'est vraiment le principal. Éclatez-vous, faites-vous plaisir. Donc je pense que je peux dire en conclusion globale, vivez le hobby pour vous-même, mais le vivez pas à travers les autres. Fin. Dame les orques, aujourd'hui on est venu faire un préambule sur la construction de listes pour faire des listes énormes et sèches. Pour rebondir là-dessus, je suis clairement d'accord avec toi. Pour avoir joué les pavés de 60 squelettes, Salaud. effectivement, c'était assez indigeste pour les adversaires. Alors, c'est plaisant pour nous parce qu'on peut calculer à peu près quand est-ce qu'on va perdre notre pack. Mais pour l'adversaire, c'est compliqué et mentalement, il faut être solide. Et c'est pour ça que Gozer n'a plus d'amis, et qu'il est seul et miséreux, et que c'est pour ça que je l'héberge ce soir pour ce podcast, parce que personne ne lui adresse la parole aujourd'hui. Personne veut jouer avec lui d'ailleurs, aussi. Donc là, ce qu'on a essayé de vous dire durant les quelques dernières minutes, c'est qu'au final, tous vos choix d'unités de base peuvent avoir un sens suivant l'orientation de votre liste. Je le fais tout le temps.
Et donc, pour clôturer vraiment cette partie, tous vos choix d'unités de baf, voilà. Oh merde, vous me faites. Et puis là, tu prends le micro, tu. J'ai envie de crever à chaque fois que j'affronte de l'elfe et qu'il ouin sur son endu, quoi. Et le mec te balance 2 dragons à 2000 points, mais. Et vous avez besoin de vos objets magiques. Surtout si vous affrontez un nain du chaos sur le massou qui les détruit. Voilà, donc. Tu m'as fait bugger, mon salaud. Non, parce que c'est que Donc- j'imagine le mec avec la lance de mes couilles, Ouais, là, il arrive sur le nain du chaos, eux c'est mort, et puis tu vois tous les gens, mais les legacy ils sont nuls. Oui, bah je joue contre des nains du chaos, tu verras. c'est rigolo. Et c'est vrai que puisqu'on parle de plaisir, j'aimerais revenir sur une deuxième façon de concevoir une liste, et vous allez voir, je suis capable de le résumer en une seule phrase. Désolé, pas que j'ai fasse. Quelle merde. En vrai, je vais essayer de le garder ce petit couinement. Non. On sait pas qui c'est qui a fait ça.